Ce fut lent, mais nous allons avoir un gouvernement. Un accord a été obtenu sur la partie la plus compliquée des négociations. La première. Et à la fin, on a coupé les grands nœuds, on a conclu ce grand accord socio-économique. Les clés. NVA, Voreutz, le CDNV, les engagés et le MR autour de la table. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les clés spéciales gouvernement Arizona. Sur 4 épisodes, nous allons prendre le temps de comprendre quelle politique se profile pour notre pays dans les années qui viennent. Et pour ce premier épisode aujourd'hui, cette question, ce gouvernement Arizona, son programme constitue-t-il une rupture pour la Belgique? C'est ce qu'on va prendre le temps d'examiner ensemble. La première. Les clés. Eerste minister. Fidélité à la loi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Il faut un peu tendre l'oreille pour bien l'entendre. Mais oui, ce que vous entendez là, c'est Bart De Wever en train de jurer fidélité au roi, à la Constitution et aux lois du peuple belge dans les 3 langues nationales. Bart De Wever, le président de la NVA, parti républicain dont l'article 1er réclame l'indépendance de la Flandre. Le même Bart De Wever qui, 18 ans plus tôt, à l'époque où Yves Le Terme ne parvenait pas à former un gouvernement fédéral belge, était coutumier de ce genre de petites phrases. On ne peut plus arriver à former un gouvernement belge. Pour moi, pas de problème, pas de problème du tout. C'est une période bonne pour moi, parce que chaque jour, il y a plus de séparatistes en Flandre. Aujourd'hui, changement complet de discours, puisque quand notre collègue Rachel Crivellaro demande au nouveau Premier ministre si les francophones doivent s'inquiéter, voilà ce qu'il répond. Bon, je ne pense pas du tout. Comme je vous ai dit, pour moi, le communautaire, c'est surtout une question socio-économique. Jusqu'au présent, la NVA a toujours été confrontée avec la domination de gauche de la Wallonie, avec des partis avec lesquels on n'avait aucun point d'accord, sauf peut-être la régionalisation. Pour moi, le pays, c'est la pauvreté, c'est l'assistanat. J'ai rien en commun avec ce parti. Mais maintenant, les Wallons ont choisi pour M. Boucher et M. Prévost. J'ai lu leur programme et je me suis dit, bon, dans les domaines de pension, dans le marché de travail, la fiscalité, il y a une opportunité de finalement faire les réformes que l'Europe demande de ce pays depuis des décennies. Et puisqu'on a dit à l'électeur au nord du pays, on est là pour votre prospérité, pour sauver la prospérité des gens, on peut le faire pour chaque citoyen de ce pays. Autrement dit, si l'on en croit ce discours, Bart De Wever voulait plus d'autonomie, voire l'indépendance de la Flandre, pour pouvoir appliquer la politique qu'il voulait pour le nord du pays, une politique plus marquée à droite. Mais voilà, si maintenant une majorité au sud du pays réclame aussi ce virage, alors il veut bien endosser le rôle de Premier ministre belge. Pour autant, les ambitions de réforme de l'État sont-elles remisées au placard? Oublier les rêves de confédéralisme? Pas sûr, puisque durant cette législature, Bart De Wever sera, en tant que Premier ministre, en charge lui-même de préparer une prochaine réforme de l'État. Le grand Big Bang institutionnel ne serait donc que remis à plus tard ? J'ai toujours dit que je suis pour l'évolution, jamais pour la révolution. Si on veut une évolution, il faut la préparer. Ce sera en consensus. On n'a pas, l'Arizona n'a pas les 100 sièges, n'a pas les majorités spéciales dont on a besoin. Donc préparer en toute tranquillité avec les 2 communautés et après les élections de 2029, si l'opportunité se présente, si on peut avoir les 100 sièges, ce serait bête d'être là impréparé. On sent en tout cas l'envie de surtout ne pas inquiéter les francophones. Les mots choisis en français n'étaient d'ailleurs pas exactement les mêmes que ceux choisis en néerlandais. Alors, est-ce ou non un virage pour la Belgique que l'arrivée de Bart De Wever au 16 rue de la Loi? Eh bien, c'est la première question que nous allons explorer.
Et avec nous pour cela, Bertrand Haine. Bonjour. Mais bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et éditorialiste ici à la RTBF, la première. Vous suivez quotidiennement la politique pour nous dans vos coulisses du pouvoir. Alors, première question, Bertrand. Un nationaliste flamand à la tête du gouvernement fédéral belge. Est-ce qu'il faut y voir un moment de rupture pour la Belgique? Parce que ça reste assez particulier d'entendre un républicain nationaliste flamand jurer fidélité au roi, à la Constitution et aux lois du peuple belge. Oui, c'est vrai. Et en même temps, je trouve que c'est sans doute ce qui est le moins évident comme virage ou comme rupture pour la Belgique. On a déjà eu des premiers ministres flamands qui étaient assez fermes sur les questions communautaires. C'était le cas de Wilfried Martens. Wilfried Martens qui est devenu belgicain, en fait, même avec l'âge, mais qui, jeune, avait fait des marches flamandes sur Bruxelles et il faisait partie, au sein du CVP, de l'aile nationaliste du CVP. Donc, c'est pas vraiment, de ce point de vue-là, une première. Par contre, c'est un virage pour le nationalisme flamand. Parce que Bart De Wever incarne le renouveau politique du nationalisme flamand qu'il a un petit peu unifié, relancé après la mort de la Volksunie. Et c'est vrai qu'il a hésité un petit peu au début. 2007, on a réentendu un petit peu Bart De Wever à Val-Duchesse. C'était encore l'idée que le nationalisme flamand était quelque part romantique, devait aller vers la création de la nation flamande et donc passer par des étapes pour y arriver. Ça n'a pas vraiment bien marché. Et puis, en 2014, il a essayé de réaliser ce qu'on lui disait déjà en 2007, mais il n'était pas prêt à l'entendre, que quelque part, la plus grande réforme de l'État pour les Flamands, c'était de se passer du PS. C'est Didier Reynders qui avait dit ça. En 2007, De Wever ne l'avait pas vraiment entendu. Et on n'a pas réussi à négocier un accord. En 2014, il l'essaye. Il fait la suédoise. Il ne l'assume pas vraiment encore. Il quitte le gouvernement suédois en 2018, fait chuter Charles Michel, comme si il restait nationaliste en dernier recours. Au dernier moment, il redevient nationaliste et il ne l'assume pas. Maintenant, il est Premier ministre. Bon, là, ça va être difficile de quitter le gouvernement un an avant en disant non, cette Belgique ne fonctionne pas, parce que si la Belgique ne fonctionne pas, ce sera sa faute. C'est lui qui va incarner l'échec. Il ne va pas pouvoir capitaliser dessus comme il l'espérait en 2018. Et d'ailleurs, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, cette fois-ci, il est obligé de faire fonctionner la Belgique, le système qu'il a très longtemps dénoncé, et il n'a que très peu d'éléments de réforme de l'État importants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a toujours, depuis 1970 en Belgique, il y a toujours des éléments communautaires ou de réforme dans les accords de gouvernement. Il y en a ici, mais en fait, c'est pas du tout spectaculaire. Donc, si je vous comprends bien, Bertrand, c'est plus un virage pour le nationalisme flamand, ce qui est en train de se passer ici, qu'un virage pour la Belgique. Oui, je crois, vraiment, c'est ça. Alors bon, c'est une évolution, mais en Belgique, c'est une évolution constante. Mais je crois que c'est plus les nationalistes flamands qui vont devoir revoir leur logiciel. Encore, même si c'était pas le thème dominant dans la campagne, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il l'a gagné. Il l'a plutôt gagné sur on va remettre de l'ordre dans les comptes publics, on va avoir une politique plus conservatrice, anti-woke, anti-migration. C'est plutôt sur ces thèmes-là qu'il a gagné. Pas tellement sur le confédéralisme, mais c'est vrai qu'il restait avec cette idée, la Belgique ne marche pas, donc il faut le confédéralisme. Il avait encore ce discours. Qu'est-ce qui va encore pouvoir soutenir ce discours s'il est Premier ministre? La Belgique ne peut pas ne pas marcher, parce que sinon c'est lui qui ne marche pas. Vous voyez, il y a là quand même à un moment donné, maintenant, cette sorte de maturité d'un parti nationaliste flamand qui certes va rester nationaliste flamand, et on cite souvent ce premier article de la disparition de la Belgique. C'est vrai, mais le PS, la lutte des classes, en premier article de sa charte aussi. Bon, il a pu... et il y a beaucoup aussi de républicains au sein du PS, ils ont toujours assumé la royauté. Bon, j'ai l'impression qu'on va vers la même direction pour la NVA de Bart De Wever. On imagine quand même mal que ça aille jusqu'à une évolution à la Wilfried Martens, ou à Bart De Wever qui deviendrait belgicain. Ça, c'est pas non plus la trajectoire qu'on entrevoit. Non, évidemment. Donc, ça va rester et il va y avoir des bras de fer et il va y avoir des éléments certainement beaucoup plus forts qu'avec le CVP à l'époque, mais... Ce virage qu'on a pu connaître dans les 2-3 plus grandes réformes de l'État, on ne le voit pas venir pour la Belgique. Bon, ça c'est déjà un premier élément sur le côté rupture pour la Belgique. Non, vous nous dites, ce serait plutôt ce que l'on entrevoit, une rupture pour le nationalisme flamand, ou en tout cas une évolution. Deuxième élément qu'on va évoquer avec vous, Bertrand Haine, c'est la question de l'austérité. Est-ce qu'on est parti pour une cure d'austérité pour la Belgique, pour un tournant de la rigueur, si on voulait utiliser cette expression-là? On va d'abord écouter ce que disait Bart De Wever sur l'absolue nécessité pour lui de faire des efforts.
c'est ça que l'Union européenne, la Commission nous demande depuis des décennies. Mais il faut le courage de le faire. Il faut le courage de dire honnêtement aux gens, oui, on doit faire un régime, quoi. Je l'ai fait moi-même, hein, parce que dans le temps, j'étais un tout petit peu gros. Et à ce moment-là, je pensais aussi, je ne peux pas vivre autrement. C'est impossible. Mais je suis un régime, je suis beaucoup plus sain qu'il y a 10 ans. Je suis content de l'avoir fait. Mais le processus même du régime est jamais agréable. Voilà, le propre régime de Bardo-Wever utilisé comme élément de communication pour le régime qu'il voudrait appliquer à la Belgique. Est-ce qu'à ce niveau-là, Bertrand Haine, on a une rupture ou un virage politique, en tout cas, vers une politique différente en matière de rigueur budgétaire, voire d'austérité ? Alors, je dirais pas non plus un virage. Alors oui, allez, quand même un virage, mais en tout cas pas une rupture, parce qu'on a déjà eu souvent dans notre histoire des gouvernements qui se sont mis à assainir les finances publiques. C'est pas une première. Je vais en citer 2. Il y a le gouvernement Martens qui a commencé dans les années 80, qui a été suivi en cela par le gouvernement Dehaene dans les années 90. Et là, certainement dans les années 90, ça a été un vrai assainissement. On est revenu à l'équilibre, on a même fait des bonis. Puis on a eu le gouvernement Di Rupo qui a recommencé l'assainissement. Le gouvernement Michel l'a continué, puis l'a arrêté parce qu'il a fait une réforme fiscale importante. Et donc, si on fait une réforme fiscale importante, il y a moins d'argent qui rentre, donc on n'assainit plus. Et puis, on a eu la Vivaldi qui a connu 3 crises. Et là, effectivement, le déficit public s'est gonflé, mais il s'est gonflé dans la plupart des pays européens. Par contre, à la différence de l'Allemagne ou d'autres pays européens, nous, on est resté un peu sur cette trajectoire. Et donc, effectivement, ici, il est prévu de revenir à l'équilibre, mais dans un rythme, finalement, qui est beaucoup moins élevé, beaucoup moins rapide que ce que voulait Bardo-Wever lui-même, parce qu'il a dû négocier avec ses partenaires, avec les engagés, avec Voorhout. Et donc, quand on regarde le rythme pour revenir même pas à l'équilibre, simplement dans les critères européens du déficit à 3%, c'est un rythme qui n'est pas si élevé que ça. J'entends souvent dire c'est l'effort le plus important de l'histoire du pays. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des efforts plus importants, par exemple, dans les années 90, en montant absolu et relatif qui ont été faits par ces gouvernements-là. Par contre, c'est vrai que, alors, austérité, rigueur, vous savez, on est toujours, chacun a sa définition de ces termes, mais la métaphore du régime n'est pas fausse. Effectivement, il va y avoir une mise quand même au régime des institutions publiques, certainement la sécurité sociale, le département de sécurité sociale, mais aussi beaucoup les services publics et quand même aussi quelques nouveaux impôts qui vont permettre de ramener de l'argent dans les caisses, mais ce ne sera pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire il y aura quand même plus d'efforts sur les dépenses de l'État que sur les impôts, ce qui était une différence avec, par exemple, Di Rupo qui avait assaini, ou le gouvernement de Dehaene, mais en faisant les deux, en augmentant les impôts. Vous vous souvenez peut-être de la cotisation de solidarité, c'était le gouvernement de Dehaene, mais il y avait aussi des réductions de dépenses. Il y avait les deux. Ici, l'effort est quand même plus mis sur les dépenses. Oui, donc ça c'est quand même important à noter. Si on regarde dans l'histoire, on ne va pas vivre sous ce gouvernement le plus grand effort que l'on ait fait sur les finances publiques. On a fait plus à l'époque de Martens-Gaulle, et puis on a même fait plus, vous nous dites, dans les années de Dehaene, quand on voulait en plus rentrer dans l'euro, ce qui était un point de mire très important. Par contre, il y a quand même un élément que vous pointez, et ça c'est peut-être intéressant quand même de s'y arrêter, c'est de dire qu'ici, et c'est là que la dimension de régime, finalement, est sans doute une bonne image. On va le faire surtout en amaigrissant l'État, en quelque sorte. Là où dans les cures précédentes, on allait aussi chercher des nouveaux leviers, on allait remonter la TVA, on allait aller chercher des nouvelles taxes pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ici, c'est surtout un régime budgétaire plus austère. Effectivement, c'est plutôt sur le train de vie de l'État. Et alors, quand même, l'autre élément, et ça c'est un pari, moi je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais le plus gros contributeur, si vous voulez, à l'effort, c'est les fameux effets retour. Presque 7 milliards d'euros prévus par ce gouvernement, parce qu'on espère, ils espèrent en tout cas, le gouvernement en atteignant 80% de taux d'emploi, qu'il y ait plus naturellement d'argent qui rentre dans les caisses et que ça permette donc, dans un effet boule de neige positif, de réduire le déficit public. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble aussi de politiques proactives qui doivent permettre d'avoir un État plus sain, c'est-à-dire qui s'endette moins. Mais encore une fois, l'effort principal, c'est quand même les dépenses qui vont être réduites. Oui, et donc sur l'effet retour, ça évidemment, comme toujours, il y a une part de pari. Ouais. Et même dans sa première... Élevé, sur les 22, c'est 7 milliards, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est un tiers qu'on espère en effet retour. Et Bardo-Wever disait lui-même qu'on ne peut pas avoir de certitude, évidemment, sur l'effet retour, même s'il y a cet espoir, effectivement, d'une augmentation forte du taux d'emploi par
une politique qui va favoriser, encourager, pousser même vers le travail. Oui. Et ça, c'est aussi un autre point. On va détailler ça avec Sarah Pousset avant de voir si là, on a affaire ou non à une rupture. La première, les clés. Les gens qui se lèvent le matin, qui font des efforts, doivent toujours au moins avoir 500 € de plus que ceux qui ne travaillent pas. 500 € de différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. C'était la proposition commune de tous les partis de l'Arizona. En filigrane, le gouvernement veut encourager tous les Belges à participer au marché du travail et donc à financer les pensions et la sécurité sociale. Ce qui restait à définir, c'était comment mettre cette mesure en place, car les 5 partis autour de la table avaient des visions différentes, mais un compromis a donc été trouvé. D'abord, le montant net des bas salaires sera augmenté. Cela se fera via une réforme fiscale qui augmentera la quotité des revenus exemptés d'impôts et qui diminuera la cotisation spéciale de sécurité sociale. Pour l'instant, pas plus de précision concernant les montants. Deuxièmement, les allocations du chômage et le revenu d'intégration sociale ne seront pas indexés jusque 2029, sauf en cas d'inflation très importante. Le but est à nouveau de créer une plus grande différence avec les salaires. Et enfin, toutes les aides sociales seront plafonnées par ménage. On va organiser un plafonnement des aides sociales. On ne peut pas cumuler tout de telle sorte que rester à la maison, être inactif est beaucoup plus avantageux que bosser. Et ça, c'est vraiment le fil rouge, une ambition partagée par tous les 5. Pour contrôler la mise en place de cette mesure, le gouvernement a prévu une sorte de registre central où toutes les instances qui accordent des prestations sociales devront répertorier ce qu'elles donnent à chaque ménage. Voilà, dans le jeu de la carotte et du bâton pour pousser vers le travail, on a l'impression, avec ce gouvernement-ci, qu'on va plus utiliser le bâton parfois que ce qu'on va utiliser la carotte. Bertrand Haine, est-ce qu'il faut voir dans la façon dont on va mener une politique ici autour du travail en particulier, une sorte d'évolution de notre pacte social ? Oui, là je pense que c'est l'ensemble d'éléments. Avec la migration, on y reviendra peut-être après, où il y a le plus d'éléments qui laissent entrevoir un virage, une évolution, un tournant important. Je ne parlerai pas pour autant non plus de rupture totale. Je veux dire, par exemple, ce qu'on voit en Argentine avec Javier Milei. Bon, ça, c'est une vraie rupture, quoi. On le voit sur plein d'indicateurs. En Belgique, on est quand même souvent dans des politiques qui existaient déjà et puis qui sont poussées jusqu'au bout, élargies, approfondies, même si dans ce chapitre-ci, il y a évidemment des nouvelles choses. On pense à la limitation du chômage dans le temps, mais c'est vrai aussi, ce fameux plafonnement des aides sociales, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc, effectivement, là, il y a sans doute un approfondissement, une évolution d'une série de politiques qui laisse entrevoir quelque chose d'assez radical, quoi. J'ai lu un livre assez intéressant il y a peu de temps sur les néolibéralismes en Belgique. Ça a été écrit par Zoé Evrard et Damien Piron, deux chercheurs de l'Université de Liège. Et il montrait, c'était assez intéressant, qu'en 81, lors du premier gouvernement Martens, on a vraiment eu une première arrivée, comme Reagan aux États-Unis ou comme Thatcher au Royaume-Uni, d'une forme de néolibéralisme à la belge, c'est-à-dire d'une politique qui favorise les investissements, qui favorise plus le travail, en tout cas le marché du travail, et de réduction de l'État. Puis, ça s'est encore approfondi sous Dehaene, mais avec une forme de compromis à la belge, puisque les socialistes étaient là, donc c'est ce qu'ils ont appelé un néolibéralisme un peu contrarié. Et finalement, on est resté dans cette période-là, moins d'État social ou un État-providence qui se détricote ou qui est réformé de gouvernement en gouvernement, avec des constantes. Par exemple, on voit que l'impôt des sociétés baisse de plus en plus, qu'il y a de plus en plus aussi de politique de l'offre, comme on dit, pour favoriser les investissements et favoriser les entreprises. Donc, vous voyez, ça, c'est des tendances générales. Et ce gouvernement s'inscrit, en fait, dans cette tendance-là, en l'approfondissant nettement, parce que, et là, Bart De Wever a raison, entre les 5 partis du gouvernement, il y a sans doute cette même référence un petit peu néolibérale. Voorhout, qui était un peu blairiste, un peu troisième voie, donc assez ouvert à une forme de socialisme libéral ou de libéralisme social, vous voyez comme vous voulez. Certainement la NVA et l'EMR. Et l'axe centriste est certainement là du côté des engagés, avec les engagés, ça m'a fait penser, moi, quand ils ont fait leur réforme, quand même, à une réforme un peu macroniste, vous voyez. Et donc, effectivement, ils ont
ensemble cette idée que l'assistance de l'État doit intervenir en dernier recours, d'une société plus méritocratique pour ceux qui travaillent. Et ces idées-là les rassemblent, évidemment avec des divergences importantes entre l'État minimal que certains voudraient, par exemple, au sein du MR, et puis quand même un État qui reste régulateur et fortement comme aux engagés. Il y a des différences, mais avec, c'est vrai, ce compromis sur le travail. Et il y a plein de mesures, par exemple la nuit qui commence à minuit, vous voyez, c'est ce travail du dimanche, le fait qu'on va être beaucoup plus, comme vous disiez, avec le bâton sur les malades. C'est vraiment un ensemble de mesures qui donnent quand même un coup de fouet, un sérieux coup de fouet, et sans doute un virage très important avec la politique de l'emploi qu'on avait en Belgique jusqu'ici. Même si, encore une fois, si vous prenez le gouvernement Di Rupo, c'est lui qui avait mis fin aux allocations d'insertion pour les jeunes chômeurs. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Il y avait déjà des choses qui avaient été faites. C'est pas comme si on n'avait jamais rien fait. Mais ici, l'ensemble de mesures est effectivement assez conséquent. Et donc, oui, on peut parler, à mon avis, sur tout ce chapitre-là, d'un vrai virage. Ce qui est notable, c'est qu'on a eu, en 2014, un gouvernement qui, sur papier, était plus à droite que oui. Celui-ci, puisqu'à l'époque, il y avait la NVA, le MR, le CDNV, l'OpenVLD, mais pas Voreut qui est là cette fois-ci, pas non plus le CDH d'alors devenu les engagés. Vous diriez pour autant que sur cet aspect-là, en tout cas sur le travail, on va plus loin que ce qu'avait voulu faire le gouvernement Michel de l'époque. Oui, et là, je pense que c'est aussi peut-être, souvenez-vous, Charles Michel, jobs, jobs, jobs. L'idée, c'est de créer de l'emploi aussi, parce qu'on est encore un peu dans les suites de la crise de 2008, où le taux de chômage était plus élevé. Ici, et certainement en Flandre, où on connaît une situation d'un marché de l'emploi très tendu, oui, l'idée de créer de l'emploi, c'est toujours bien, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Ici, c'est plutôt que les inactifs ou ceux qui ne participent pas au marché du travail. En fait, on est passé dans un système pas dans un système, dans un ensemble d'idées qui a triomphé aux élections, une partie des inactifs ne méritait pas leur aide sociale. Parce qu'il y a de l'emploi disponible, parce qu'il y a des pénuries d'emploi. C'est sur ces idées-là qu'ont gagné la plupart des partis qui composent cet Arizona, en tout cas du côté du MR, des engagés, de la NVA, il y avait ce discours-là. Et donc, oui, on est maintenant plutôt préoccupé, non pas tellement par la création d'emplois, mais par le fait que tous ceux qui sont en mesure de travailler le fassent. Parce qu'il y a de l'emploi disponible qui n'est pas dans leur discours. Hein. J'essaye de comprendre leurs idées et leur application, parce que ces emplois ne sont pas occupés alors qu'ils devraient l'être. Vous voyez, c'est quand même une autre situation que la création d'emplois, qui était par exemple aussi le leitmotiv de Verhofstadt, qui voulait créer 200 000 jobs. Bon, ici d'ailleurs, en passant, pour atteindre les 80% d'emplois qu'ils se mettent comme objectif, c'est 300 000 emplois qu'il faut créer. Vous imaginez, c'est énorme. Et là, on verra aussi ce qui lancera des différences entre le nord et le sud du pays, dont la dynamique économique n'est pas non plus exactement la même en matière de création d'emplois. Quel emploi on va créer? Juste une minute là-dessus. Par exemple, les flexi-jobs, le travail étudiant, le travail pour les plus de 65 ans, ceux qui prennent leur pension vont être facilités. Bon, tout ça, c'est des gens qui vont pouvoir travailler, mais qui ne vont pas rapporter beaucoup à la sécurité sociale et qui ne vont pas faire partie du fameux taux d'emploi de 80%, puisque ce sont des gens qui ne comptent pas dans ces statistiques-là. Donc là, un vrai virage, même s'il y a aussi l'approfondissement de politiques précédentes, un vrai virage sur cette question du travail et de la mise à l'emploi de manière un peu plus coercitive. Dans comment on explique aux gens, enfin quelque part, la vision qu'on a du contrat social a un peu changé avec ce gouvernement, même je dirais beaucoup changé, puisque c'est désormais « aide-toi et l'État t'aidera après ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce discours méritocratique. Et ça, ce sera d'ailleurs l'objet de notre deuxième épisode dans cette série. Un mot encore, il nous reste quelques minutes, Bertrand Haine, sur la question de la migration. Là, on a un tour de vis très clair au niveau de la politique de migration et d'asile, avec l'idée de dissuader au maximum les demandeurs d'asile de venir en Belgique, moins de capacité d'accueil, moins d'aide, des conditions beaucoup plus strictes pour le regroupement familial, doublement du nombre de places en centre fermé, on pourrait citer d'autres mesures encore. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une rupture, ou à tout le moins un virage net par rapport aux politiques migratoires? Oui, mais je dirais peut-être que la meilleure image, c'est que là, la Belgique est comme une voiture qui passe la 3e ou la 4e alors qu'elle était en 2e. Mais elle reste sur la même ligne droite, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, regardez le gouvernement précédent, avec Nicole Demore, regardez Maggie De Blok. En fait, c'est depuis Maggie De Blok, la politique migratoire en Belgique, c'est le resserrement. Être plus sévère dans les conditions, notamment pour les demandeurs d'asile, pour accéder au statut de demandeur d'asile.
Les centres fermés, c'est pas ici le gouvernement Arizona qui les crée, ils existaient déjà, mais on va les doubler. Vous voyez, on est sur la même ligne droite, mais on va plus vite. Moi, je crois que c'est la meilleure image. Et quand on voit ce qui se passe en France, quand on voit ce qui se passe aux Pays-Bas, quand on voit le projet de loi finalement avorté, mais qui va certainement revenir en Allemagne, qui a été débattu au Bundestag, c'est quelque part un peu les mêmes mesures que ce que prend ici le gouvernement. Peut-être que l'élément le plus neuf, parce que ça, c'est vrai que ça n'avait pas encore été fait, c'est cette idée de reporter à 5 ans, de devoir attendre 5 ans de résidence en Belgique pour bénéficier de l'aide sociale. C'est aussi un sérieux tour de vis, mais il y en avait déjà eu. Donc encore une fois, c'est la ligne droite là-dessus, sur le regroupement familial. Là aussi, on avait déjà pris des mesures par le passé. On prend encore 2-3 tours de vis, on remet une deuxième ou une troisième vitesse à la voiture. Je crois que c'est ça qui se passe. Pas de virage politique en l'occurrence, mais une accélération, un durcissement de choses qui étaient déjà assez nettement en germe dans les gouvernements précédents. C'est vrai que si vous regardez les réactions des partis de gauche ou des forces plutôt progressistes, ils disent c'est incroyable, quoi. C'est une rupture, Alors, eux estiment une catastrophe, et les partis de droite ont tendance aussi à se dire oui, c'est vrai que c'est une rupture, et ils l'assument aussi. C'est difficile de faire la part des choses, mais regardez les mesures en termes de migration. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une accélération que dans un vrai virage où on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait en Belgique dans l'accueil des demandeurs d'asile. Et c'est l'occasion de rappeler que le gouvernement fédéral précédent, malgré la présence de davantage de partis de gauche en son sein, était déjà pointé du doigt par nombre d'ONG et de défenseurs des droits humains pour une politique jugée trop dure, voire à certains égards inhumaine vis-à-vis des migrants chez nous. Or, on va encore plusieurs crans plus loin dans cette direction politique avec l'Arizona. On reviendra d'ailleurs sur cet enjeu dans notre 3e épisode d'analyse du programme gouvernemental dans les clés. Cet épisode-ci, il était signé Guillaume de Smet à la réalisation sonore, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Si vous souhaitez nous écrire, je vous rappelle l'adresse lesclés@rtbf.be, les clés en un mot et sans accent.